Mais déjà, voilà, comme je te disais, je voulais te poser une série de questions que non seulement je me pose, mais que je pense beaucoup de personnes se posent par rapport au yoga. Et ce sera l'occasion aujourd'hui de déblayer un peu les idées reçues sur le yoga. Et le yoga, moi, m'accompagne de près ou de loin depuis l'adolescence. Donc ça fait ouais, depuis l'âge de 14 ans où j'ai été initié à un certain type de yoga. Le tien, je trouve qu'il a une version plus authentique et qui se rapproche beaucoup de ce qui se fait en Inde, avec ton adaptation, avec ton historique personnel, c'est sûr, mais je trouve qu'il apporte quelque chose de différent de ce qu'on trouve sur la place aujourd'hui. Et ben, pour commencer, je voulais que tu te présentes un petit peu et que tu nous racontes ta vie en 4 minutes. Ok, ok. Bah, avec grand plaisir. Bon, moi, une fois de plus, avant de te raconter ma vie, ou avant d'essayer de raconter ma vie en 4 minutes, une fois de plus, j'aimerais juste te remercier vraiment une fois de plus pour cette invitation, pour cette proposition, pour ce temps d'échange tous les deux. Tout le monde ne le sait pas, mais toi, tu es basé en Guadeloupe. Tu Exact. nous parles de la Guadeloupe là en ce moment. Moi, je parle à partir de Bruxelles. Nous nous connaissons depuis quelques années. C'était pour moi très touchant d'arriver en Guadeloupe et de rencontrer quelqu'un avec une si bonne qualité de pratique à travers les séances de yoga. C'est une des choses qui m'a touché et marqué très rapidement lorsque nous sommes rencontrés. Je te Et puis ce remercie. qui était encore plus touchant, c'est que j'étais dans cette relation à la détox assez radicale à cette période, tout comme toi, et je pense que nous étions peut-être les deux seuls de Guadeloupe à en être là. J'exagère évidemment, mais on avait les mêmes sources en tout cas, les mêmes sources, les mêmes pères de la détox. Et voilà, c'est comme ça que notre relation a commencé. Mais pour remettre les choses dans leur contexte, moi je t'ai connu grâce à un cousin à moi qui s'appelle Sébastien, je ne sais pas s'il regarde ce live en ce moment, et qui m'a dit tiens, j'ai été faire un cours de yoga et c'est un mec qui boit que du jus de pomme. Et je me suis dit ah, tiens, ça doit être quelqu'un d'intéressant. Et j'y suis allé peut-être 6 mois ou un an après qu'il m'en ait parlé. Et effectivement, on s'est rencontrés à un moment où j'étais en train de me reconstruire. Donc je sortais d'une longue détox et je venais faire des cours, c'était des cours de vieux, enfin entre parenthèses, c'était vraiment des cours très basiques de yoga. Tu te demandais même pourquoi je venais faire des choses aussi simples. Mm, Et suite à la détox, moi, c'était une reconstruction de tout mon corps qui s'était mis en place et c'est à Vicitra que je l'ai fait. Ouais. c'est ça. Et puis après, j'ai tenté de m'approcher de toi. C'était pas possible pour toi à ce moment-là. Et puis vice-versa. Mm. Et puis, on peut dire, nous nous sommes rencontrés réellement il y a quelques mois. On pourrait dire Exactement. ça, à mon dernier passage au mois de décembre. Et nous voilà, en quelque sorte, main dans la main. En tout cas, sur le plan du cœur. Exactement. Ouais. Donc c'est vraiment une raison de plus pour laquelle je suis vraiment content qu'une communauté soit là présente. C'est touchant qu'il y ait Mm. quelques personnes là en train de nous observer. On est plus ou moins 80 personnes en ce moment. Donc ta première question, c'est de raconter ma vie en 4 minutes. C'est la première fois Ouais. qu'on me pose cette question-là. C'est vraiment pas évident. Donc bon, je suis français. J'ai 43 ans. Euh, je suis, euh, je suis enseignant de yoga à plein temps depuis 23 ans. Et puis, j'ai découvert cette discipline à l'âge de 17 ans. C'est quelque chose qui m'a marqué par rapport aux sensations de centrage bouleversantes qui me traversaient à chaque fin de séance. Et puis, très vite, je me suis intéressé à la philosophie à travers des formations. Et j'ai tout de suite été très très touché par la dimension métapolitique que j'arrivais à comprendre au travers des explications données par le formateur de l'époque. Et ça a été très marquant pour moi et ça m'a réveillé à ma dimension profonde et à ce que je veux faire, quoi. J'ai compris en fait, du haut de mes 17 ans, j'ai compris qu'il y avait un conflit profond chez beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire un réel conflit identitaire, un manque de relation à notre nature profonde, un manque de relation à notre âme. Et en fait, c'est un peu comme si j'en étais conscient depuis longtemps. Et la rencontre avec le yoga m'a réveillé à qui je suis. Et j'essaye de déployer par tous les moyens, sur moi et sur les autres, des outils qui permettent une mise en relation avec la force créatrice qui est en nous, la source de vie qui nous traverse. Et il se trouve que j'appelle ça le yoga parce que je me suis fortement inspiré de la philosophie du yoga, je me suis fortement inspiré des outils du yoga. Euh, mais, mais le yoga
n'est qu'un n'est qu'une n'est qu'un Un drapeau support? qu'un support, qu'un drapeau Mmh. que je mets en mouvement. Mais au-delà du yoga, il y a moi, ma créativité et mon élan, quoi, mon élan profond. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. J'ai commencé par donner beaucoup de cours collectifs au début. J'ai eu une relation avec l'Inde pendant 7 ans, puis j'ai donné beaucoup de cours collectifs. Très rapidement, j'ai pris conscience de mon aisance à parler, à prendre la parole en public. Et puis j'ai donné des stages, des conférences, des formations. Et puis j'ai créé avec l'aide de Julie Millet 2 centres. Un centre visitera en Guadeloupe et un autre centre visitera à À Bruxelles. Bruxelles. Et ce qui se passe, c'est que, ouais, et ce qui se passe, c'est que je suis bien conscient d'avoir créé quelque chose, d'avoir créé une méthode, d'avoir ma propre signature. C'est une dimension bien spécifique, bien particulière du yoga que j'essaie de mettre en avant. Mais je pense que les questions que tu vas me poser juste après me permettront d'en dire plus sur ce sujet. Voilà, je viens d'une famille simple, une famille ouvrière, sans sensibilité particulière à la spiritualité ou au développement personnel. Une famille saine malgré tout, une famille composée, comme on dit, d'un père et d'une mère. Et je viens d'une famille de 4 enfants et je suis le dernier. Voilà. C'est vrai que ça Voilà, je explique sais pas beaucoup. si j'ai Ouais, je sais pas si j'ai dépassé les 4 minutes, mais voilà ce que je Non, peux c'est dire rapidement. Une autre chose que je peux dire, c'est que très vite, j'ai été confronté à la fragilité de la vie. J'ai été affecté par de nombreuses maladies, pas graves, mais plein de petites mmh. maladies qui m'ont vraiment donné la compréhension de la fragilité de la vie, la sensibilité de la fragilité de la vie. Donc très très vite, je me suis orienté vers ce que je voulais faire vraiment, quoi. Je me suis dit, si c'est si court, si c'est si fragile, autant faire ce que je veux vraiment, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà. Et c'est ce qui fait que je me déploie à plein temps depuis que j'ai 17 ans. Voilà. À plein temps dans cette quête et dans cet enseignement depuis que j'ai 17 ans. Voilà, Charbel, pour ma première réponse. C'est pas mal déjà. Bah, je rebondis tout de suite et il y a un terme que tu utilises souvent, c'est néo-yoga. Est-ce que tu pourrais développer ce qui te dérange dans le yoga qui est proposé aujourd'hui? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi je suis allé chercher, j'ai eu la possibilité de me tourner vers le yoga parce que j'avais une réelle quête métapolitique, métaphysique, et je me suis jamais tourné vers le yoga en raison d'une quelconque souffrance. J'ai souffert en raison de maladie, mais je me suis pas tourné vers le yoga pour me guérir, parce que j'étais Qu'est-ce que tu déjà entends par métapolitique? la métapolitique, c'est de la politique non politicienne, c'est-à-dire c'est un changement de relation à nous-mêmes, un changement de relation à la vie Mmh. qui amènerait, qui provoquerait des conséquences sur le plan social, quoi, en OK. soi et autour de soi. Et du OK. coup, c'est une façon de faire de la politique sans politique, en, en OK. quelque sorte. Changer les consciences, provoquer les consciences et ainsi tendre vers un changement de paradigme. Voilà. OK. Donc j'ai toujours été intéressé par ça. Et tout ça pour dire que ben, à l'époque, de mes 22 ans, je suis allé en Inde euh, à plein temps, en fait. Je suis vraiment allé étudier le yoga. J'ai étudié du lundi au samedi pendant toute une année. Puis après, je suis resté en relation avec l'Inde pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, j'étais présent en Inde 2 à 4 mois par an. Et puis le reste du temps, j'étais en relation permanente avec une famille d'Indiens. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup étudié les anciens textes. Et moi, avant de découvrir le yoga proposé en Europe, bien avant de découvrir le yoga en Europe, j'ai découvert le yoga, euh, on pourrait presque même, je pourrais même pas dire le yoga indien, mais le yoga à travers les textes, les anciens textes, les textes qui ont plusieurs siècles, dont un qui a plus de 2000 ans. Et moi, j'ai toujours compris, dès le début, le yoga comme étant une discipline permettant une reprise en main du mental, un moyen de ne plus se laisser influencer
par les conflits identitaires, par les névroses, par la jalousie, par la haine. J'ai toujours compris, j'ai toujours vu le yoga comme un moyen de reprendre en main le mental et de ne plus se laisser faire par les préoccupations, par le poids des préoccupations, de retrouver la capacité à mettre les mains sur le volant et ainsi vivre sa vie, son élan profond, être en cohérence avec la vie qui nous traverse. Moi, j'ai toujours vu le yoga comme ça. Je n'ai jamais vu le yoga comme un ensemble de postures, en fait. J'ai vu le yoga comme étant composé d'un ensemble d'outils, dont les postures. Et quand j'étais en Inde, par exemple, je n'ai jamais vu de cours collectif, à part pour les enfants. Je n'ai vu que des consultations individuelles de personnes simples, matures, intelligentes et prêtes à prendre en main leur santé au point de pratiquer chez eux. Et, pratiquer chez eux toutes sortes de choses, hein. Il y avait de la posture, de la respiration, de la méditation, de l'éveil sensoriel, du massage, de l'étude de soi, de la relation, chercher une santé spirituelle. Et juste pour finir, et quand je me suis retrouvé, après mon premier séjour en Inde, quand je me suis retrouvé en Europe, ou aux États-Unis, parce que j'ai beaucoup voyagé pour enseigner. Quand j'ai vu le yoga en Australie, aux États-Unis, je sais pas quoi, au Canada ou en Amérique du Sud, eh bien, j'ai vu que le yoga était finalement que postural, quoi. Qu'on parlait à peine de la dimension profonde, mentale, et qu'il n'y avait qu'une dimension. Alors, je ne critique pas cette dimension, mais elle est très très limitée, quoi, et tellement loin de ce que j'ai pu étudier des textes, des anciens textes. Voilà, Charbel, pourquoi je trouve qu'il y a un gros décalage entre ce que j'appelle le néo-yoga et le yoga que je porte depuis 23 ans. Tu disais tout à l'heure qu'en Occident, il y a énormément de cours de groupe, ce que tu n'avais pas retrouvé en Inde. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on a autant besoin du groupe pour arriver à avancer dans un cheminement de yoga, par exemple? Alors, on n'a pas Parce qu'on besoin de est cours de groupe. capable de se manager soi-même et d'avoir sa propre pratique. On est obligé d'avoir un groupe pour nous entraîner. Ben, en fait, on n'a jamais eu besoin de cours de groupe et on n'a toujours pas besoin de cours de groupe. Le cours de groupe, c'est un phénomène très très récent en fait. Le cours de groupe, il a 50, 60 ans. Le cours de groupe, c'est une dimension très occidentale en fait de la pratique du yoga. Le yoga, c'est une pratique hyper intime. En principe, la séance, elle est sur mesure, est totalement adaptée à notre état de santé physique, respiratoire, mental, à notre sensibilité, à notre emploi du temps, à notre éventuelle fatigue nerveuse. Et en principe, on ne se retrouve pas dans un cours de groupe. Alors pourquoi il y a des cours de groupe? Parce qu'on n'a pas forcément cette maturité au point d'être indépendant de notre santé, de pratiquer seul à la maison. Donc bien souvent, on a besoin d'un gardien d'attention, qui est le prof de yoga. On a souvent besoin d'un égrégore que permet le groupe et que favorise la présence de l'enseignant. On a besoin d'un regard extérieur pour canaliser notre présence mentale et pour pratiquer, et ainsi pratiquer en étant concentré. Donc le cours de groupe, il est génial aujourd'hui, mais c'est un phénomène très nouveau et il est le signe d'un manque de maturité, il est le signe d'un manque d'indépendance. Voilà, c'est pas bon signe en fait le cours de groupe. Le cours de groupe, ce serait la première étape. Le cours de groupe, ça pourrait être la première étape pour ceux qui n'ont pas assez de maturité pour pratiquer seuls chez eux. Mais ça peut être mais moi, je connais des personnes qui refusent le cours de groupe et qui pratiquent tout de suite tout seul à la maison. Ok. Alors, tout à l'heure, tu as dit que tu as fait 7 ans en Inde et donc tu as eu on va dire une expérience qui était assez authentique. Pourtant, dans tes cours de yoga ou dans tes centres, il n'y a aucune culture indienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de photos de maîtres en noir et blanc sur les murs, il n'y a pas Ganesh, il n'y a pas Shiva, il n'y a pas de Om, il n'y a pas de Namasté, il n'y a pas ce signe-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour toi et est-ce que tu peux développer là-dessus? Alors, je vais développer, ça va peut-être prendre un tout petit peu de temps. Pour répondre correctement à ta question, il faut que je prenne un tout petit peu de temps pour y répondre. C'est OK pour toi? Oui. Ouais. Déjà, il faut comprendre deux choses. C'est qu'il y a deux courants yogiques. Il y a comme deux grandes familles du yoga. Il y a, on va appeler ça le yoga authentique, le yoga traditionnel, qui n'a été pensé que pour la reprise en main du mental, que pour la santé mentale, et ainsi favoriser du lien avec son âme, du lien avec sa conscience, et ainsi vivre sa vie, quoi, retrouver de la cohérence avec son soi profond. Ça, c'est le yoga authentique. Et en parallèle à ça, il y a un autre courant, une autre idéologie qui s'appelle le Vedanta, qu'on appelle aujourd'hui vulgairement l'hindouisme. Et dans l'hindouisme, il y a cette conviction que Dieu est partout et en tout. Et
et que Dieu, c'est le chemin, c'est la vie et c'est la vérité. Point. Ça, c'est l'hindouisme. Et pour se relier à Dieu, il y a différents dieux, différentes déesses, Ganesh, Vishnu, etc. Et, euh, et dans le Vedanta, c'est-à-dire dans l'hindouisme, euh, on, on respecte le yoga, on aime le yoga, mais uniquement les outils pour favoriser la relation au divin, uniquement les outils pour favoriser la représentation du mental et ainsi favoriser la prière en quelque sorte. Mais l'hindouisme rejette l'idéologie yogique. C'est-à-dire que l'hindouisme dit oui aux outils, mais non à l'idéologie du yoga. Parce que l'idéologie du yoga met en avant la relation au divin comme un moyen très très puissant pour retrouver de la relation à l'âme, mais en yoga, c'est un peu comme si on était conscient que c'est pas fait pour tout le monde. Dès qu'on a un problème d'orgueil, dès qu'on est un petit peu trop agité, la relation au divin est compliquée. Donc en yoga, on propose le divin comme une option. On dit que si le divin ne vous permet pas un retour à votre âme, utilisez d'autres choses, comme les postures, comme la respiration, etc. etc. Et du coup, l'hindouisme, on va dire pur, quoi, l'hindouisme orthodoxe, rejette l'idéologie yogique. Donc on a deux courants de pensée comme ça. Et moi, j'appartiens à la première, c'est-à-dire j'appartiens au courant de pensée qui n'a rien à faire avec l'hindouisme, c'est-à-dire une sorte de yoga universel, une sorte de yoga, le yoga du yoga, on pourrait dire. Voilà. Mais maintenant que j'ai dit ça, je vais pouvoir répondre à ta question, c'est-à-dire que l'Europe, l'Occident, a rencontré le yoga, pas forcément au travers du yoga, mais au travers d'un yoga hindouisé. Et dans le yoga hindouisé, ben, il y a toute la connotation religieuse, avec les mains en namasté, avec le son Om. Le son Om, c'est un son religieux, par exemple. Avec des rituels, avec un code vestimentaire, avec l'utilisation de termes sanscrits, avec l'invitation à changer son prénom, etc. etc. Et tout ça, ça n'a rien à voir avec le yoga, le yoga authentique, ce que j'appelle le yoga du yoga. Voilà. Et c'est pour ça que dans mes enseignements, on ne retrouve jamais de dimension, non pas indienne, mais d'une dimension religieuse, en quelque sorte. Et beaucoup de pratiquants aujourd'hui ne se rendent pas compte qu'ils sont inspirés par un courant religieux. Par exemple, les mains en namasté, c'est une gestuelle vraiment religieuse. L'utilisation du son Om, c'est réellement religieux. Voilà. Et puis, donc ça c'est la première partie de ma réponse. Et si tu veux bien, je peux donner d'autres éléments de réponse, si c'est OK pour toi. Oui, c'est OK. L'autre raison pour laquelle j'ai en quelque sorte nettoyé le yoga que j'enseigne, je l'ai nettoyé j'ai retiré toute la dimension indienne au travers des enseignements que je propose, parce que j'ai compris très rapidement qu'il est très important d'apporter des solutions très respectueuses de la sensibilité, de la culture et de la tradition des personnes qui pratiquent. C'est pas amusant de créer un point de pression culturel chez quelqu'un qui n'a rien demandé. Tu vois, par exemple, j'ai donné des cours dans une maison de retraite hospitalisée pendant 5 ans. Tu peux pas m'imaginer en train d'inviter ces personnes qui ont une vie derrière elles à réciter des mots sanscrits réciter des mantras, ça parle pas, quoi, ça n'a pas de sens, quoi. C'est pas gentil, vraiment, c'est même pas respectueux. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment comprendre qu'il y a une logique au-delà des recettes. Et moi, c'est ma particularité, c'est ma force, c'est que j'ai compris la logique du yoga, j'ai un peu comme décodé la chose, et ça me rend très très créatif. Et donc j'ai l'impression d'enseigner le yoga en toute créativité. Voilà, c'est pour ça que mon yoga est réellement à part, quoi. Ma méthode est vraiment différente de ce qu'on retrouve, on va dire, sur le marché du yoga, comme tu dis souvent. Et puis, je peux donner encore un autre élément de réponse, toujours si tu veux bien. Mais je veux pas, enfin, c'est OK, c'est OK pour toi. Et il y a une autre raison pour laquelle je ne veux pas injecter dans mes enseignements des choses qui viennent de l'Inde, c'est parce que aujourd'hui, il y a, je pense, une idéologie qui s'appelle le mondialisme, on pourrait dire une idéologie capitalistique, je ne sais pas si on peut dire ça, mais je vais le dire. On pourrait dire le grand capital, on pourrait dire ça comme ça, et qui aurait comme besoin
de ne plus sentir de différence entre un peuple français et un peuple japonais. C'est-à-dire chercher à standardiser Mmh. l'humain, l'uniformiser en quelque sorte. Et pour ça, il est important d'affaiblir les cultures, les traditions et de créer un mélange, quoi, un gros mélange pour ne plus voir de différence entre les différentes cultures, les différentes traditions. C'est une idéologie qui aime casser les frontières, qui aime provoquer le mélange, qui aime pousser au mélange. Je ne parle pas du mélange naturel entre les cultures, l'amour des autres cultures, des autres traditions. Je parle d'une marche forcée où OK. personne s'y retrouve et tout le monde se perd. Et moi, je ne veux pas être un imbécile utile de cette idéologie-là. Je ne veux pas mettre en avant des choses qui viennent d'une culture différente de la mienne à des personnes qui ne sont pas indiens, qui ne sont pas prêts de le devenir. Voilà. Voilà les trois raisons pour lesquelles j'ai en quelque sorte désacralisé le yoga que je propose, en quelque sorte la raison pour laquelle je l'ai nettoyé. Voilà, Et c'est ce Charvel, qui m'a j'ai plu. fini. Non, mais c'est ce qui m'a plu dans les premiers cours que j'ai fait chez toi, puisque ma première rencontre avec le yoga, bah, c'était un yoga extrêmement teinté et c'était extrêmement de Om et de mantra et de namasté et que c'était tout un cérémonial à chaque fois qui est très intéressant à vivre, mais qui ne me convenait plus à un certain moment. Et pour tous ceux, je trouve, qui souhaitent garder leur authenticité, leur religion, leurs propres croyances et avancer dans le yoga, bah, je trouve que ta méthode est quand même l'une des meilleures de C'est ce que j'ai ça. testé. C'est gentil, mais moi je trouve qu'il faut être aussi ouvert que possible et créer le moins de pression possible Mm. chez l'autre. Voilà, il faut vraiment être dans l'accueil, accueillir la personne comme elle est et ne rien lui imposer. Et dans beaucoup de courants yogiques, il faut un peu comme se plier à la culture yogique qui est devant nous pour pouvoir la vivre et rentrer dedans. Et je trouve ça dommage. On devrait être accueilli comme on est et non pas se courber devant un Ganesh qui est dans une salle de yoga ou devoir réciter des mantras qui ne nous parlent pas en vrai. Et en Europe, c'est encore gentil parce qu'aux États-Unis, j'ai fait des cours de yoga, que ce soit à New York ou Miami, où c'est vraiment, vraiment forcé la récitation du mantra au début du cours, à la fin du cours. C'est vraiment forcé qu'il faut manger végétarien. Et c'est vrai que c'est des choses où c'est poussé et les gens le suivent parce qu'ils se disent que c'est sûrement le bon moyen d'atteindre le yoga peut-être Ouais. ou en tout cas de le Ouais. maîtriser. Ouais, encore une fois, c'est un exemple que tu cites là qui met bien en avant on est souvent plus intéressé par la recette que par la logique. Et pourtant, c'est Mm. la logique qui fonctionne et non pas la recette. Mm. Pour continuer sur comment tes cours et comment tes centres fonctionnent, ce que je n'avais pas vu ailleurs aussi, c'est que tes postures, elles sont dictées par la voix et elles ne sont pas démontrées visuellement, ce qu'on ne retrouve pas dans la majorité des cours. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi c'est quelque chose qui te tient à cœur de dicter la posture à la voix? Eh ben, comme je te disais tout à l'heure, le yoga a été pensé pour une reprise en main du mental. Donc la posture, elle est intéressante. Au-delà des avantages physiques et physiologiques, la posture est intéressante parce que la posture, c'est une invitation à se relier à son corps, c'est une invitation à se concentrer sur notre corps, et notre corps, il est par nature dans le moment présent. Donc dès qu'on arrive à rester en quelque sorte abandonné à la sensation de notre corps dans la posture, c'est une sorte d'invitation à la musculation mentale. Quand on est relié au corps, on n'est plus dans le futur, on n'est plus dans le passé, on n'est plus préoccupé. Euh, et, euh, et c'est beaucoup plus nourrissant, beaucoup plus facile, les paupières closes. Si le pratiquant doit en permanence ouvrir les paupières pour se concentrer sur le corps de quelqu'un d'autre en train de démontrer des postures, eh bien ça descente en quelque sorte. C'est agréable à voir, certes, c'est un modèle, c'est certain, c'est pas désagréable, mais ça nous décentre, ça ne sert plus la raison d'être du yoga. Et c'est la raison pour laquelle nous invitons, à partir de la méthode que je propose, la méthode Vicitra, de pratiquer les paupières closes à chaque fois que c'est possible, et puis de ne pas démontrer, sauf quand l'enchaînement est compliqué, sauf quand l'enchaînement est nouveau, ou sauf quand le pratiquant est un petit peu déstabilisé avec la nouveauté. Mais quand c'est possible, on ne démontre pas de manière à favoriser le lien entre la personne et son corps, c'est-à-dire favoriser son centrage. Et quand on sait se relier à son corps pendant une heure, eh bien, on finit par savoir se relier à ce qu'il y a dans ce corps, et dans ce corps, il y a nous, quoi. Il y a notre présence.
Et t'imagines être en permanence relié à une enseignante ou un enseignant qui démontre des postures, eh bien certes, on a accès à tous les avantages physiques et physiologiques de la posture, mais on n'a pas accès au centrage, parce qu'on est tout le temps décentré, on est tout le temps en train de regarder l'autre, quoi. On est tout le temps en train de singer l'autre. Voilà. Donc on perd l'objectif principal en fait. Ah, on perd la raison d'être du yoga, qui est le centrage. Alors, on Alors, perd, oui donc, et non. Attends juste un instant, on perd, oui et non, parce que j'ai enseigné pendant de nombreuses années à des handicapés mentaux. J'ai enseigné, tout à l'heure, je disais, pendant de en nombreuses maison de années retraite. dans des maisons de retraite. J'ai enseigné aussi à des personnes qui sont largement affectées par le burn-out. Il y a des personnes qui sont tellement mal mentalement qu'il leur faut un repère, qu'il leur faut un modèle. Donc, il y a des personnes pour qui cette méthode d'enseignement, cette méthodologie, c'est-à-dire la démonstration, c'est obligatoire. Mais ce sont des cas très, très ciblés, quoi, très particuliers. Bah, tu me fais une transition naturellement, puisque c'était ma prochaine question. C'est quoi l'objectif que tu veux atteindre avec ton groupe ou avec ton élève quand tu donnes un cours particulier ou quand tu donnes un cours de groupe? C'est quoi l'objectif? Où est-ce que tu veux l'emmener? C'est se Je, recentrer. Ouais, alors l'objectif principal, tu l'as compris, c'est le centrage, mais avant de favoriser le centrage, à chaque fois que je propose une séance individuelle ou un cours collectif, il y a au moins 15-20 minutes de diagnostic. C'est-à-dire que dans un cours collectif, par exemple, la séance donne l'impression qu'elle a commencé, mais pour nous, enseignants, c'est une façon d'aborder l'élève et de voir où il en est avec ses articulations, sa force, sa capacité respiratoire et sa présence mentale. Et en fonction de tout ça, on crée la séance de notre tête et on la propose. C'est-à-dire, on ne prévoit jamais nos séances à l'avance. On la crée, c'est du sur-mesure à chaque fois, quoi. Et donc, moi, c'est ça que j'attends d'un groupe, c'est moi, en tant qu'enseignant, de vite lire les besoins physiques, respiratoires et mentaux du pratiquant, de manière à lui offrir une nourriture quoi, hein, physique, respiratoire et mentale. Et une fois que la séance est totalement adaptée à la personne, eh bien, si ça a été adapté, alors la personne a été mentalement emmenée dans sa mise en relation à son corps et à sa respiration. Ça, c'est énorme, quoi. Et pendant 1 heure ou 1 heure et un quart de séance, à force d'entretenir comme ça ce lien mental posé sur le corps et la respiration, à la fin, la personne est toute belle, quoi, toute centrée, quoi, toute nettoyée, toute coupée de toute préoccupation. Et souvent, il y a une sensation de liberté énorme. Il y a même souvent des gens qui pleurent, hein, pas d'émotion, hein, de liberté, quoi, de joie, quoi, de béatitude, où vraiment la vie se révèle, quoi, la force créatrice se révèle, l'âme se révèle, et ça, ce sont des sensations de liberté conséquentes, et c'est ça que moi j'attends d'un groupe. Tant que je ne vois pas l'élève touché ou la petite larme à l'œil à la fin de la séance, je ne suis pas satisfait. Voilà. Tant que je n'ai pas vu ça à la fin de la séance, je suis pas satisfait et je continue à réfléchir sur comment je vais pouvoir faire la prochaine fois pour améliorer mon tir, améliorer mon enseignement. Mon tir pour toucher les cœurs. Oui. Ben, toi, tu disais quand tu donnes tes cours de groupe, et tu l'as dit tout à l'heure, tu vas tester un petit peu là où on est le groupe au niveau de ses articulations, au niveau de sa présence, etc. Et tu te bases toujours sur la personne que tu considères être, entre parenthèses, la plus en retard ou peut-être la plus en difficulté. Et tu vas dicter ce cours pour le groupe en fonction de la personne la plus en difficulté. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça? Alors, quand il y a une personne qui est réellement en difficulté, beaucoup plus que le reste du groupe, j'ai tendance à proposer 2 séances en une. C'est-à-dire que je guide une séance spécialement conçue pour la majorité du groupe et j'enseigne en parallèle, en chuchotant dans l'oreille de la personne ou oralement, j'enseigne en parallèle une séance plus adaptée pour l'autre. Ça, c'est quand il y a un gros décalage entre une ou deux personnes et le reste du groupe. Donc je peux facilement faire 2 séances en une. C'est des choses que j'arrive à faire même dans mes cours collectifs en ligne, hein. J'arrive même à faire ça parce qu'on a les caméras et je peux même voir les difficultés de certains. Une fois que je t'ai dit ça, pour répondre un petit peu plus à ta question, autrement, ce que je fais, c'est, comme tu l'as dit, je continue de prendre la personne qui a le plus de difficultés physiques de manière à ce qu'elle puisse se sentir accueillie par la séance que je propose, de manière à ce que personne ne se sente mis de côté, de manière à ce que tout le monde soit là en train de pratiquer comme tout le monde. Et une fois que j'ai trouvé les solutions adaptées à celle qui a le plus de difficultés, rien ne m'empêche de dire au restant du groupe, allez toucher votre limite dans toutes les postures. Donc toutes les postures proposées seront adaptées à celle qui a le plus de difficultés, et comme ça tout le monde pourra pratiquer,
et tous les autres qui pourront pratiquer ne seront pas freinés dans leur tentative de mise en relation avec leurs limites, que ce soit dans la cambrure, dans la torsion, dans l'étirement latéral ou dans la flexion avant. Voilà, l'idée c'est d'être rassembleur, quoi, d'être réconciliant, d'être rassembleur, quoi, d'amener tout le monde ensemble. Alors, pour aller plus loin, ça c'est quelque chose qui a peut-être pu déranger dans certains de tes cours des personnes qui maîtrisent correctement la posture et qui peuvent, entre parenthèses, s'ennuyer quand les postures sont trop simplistes. Et toi, pourtant, tu es vraiment d'un avis contraire. Tu te dis c'est impossible de pouvoir s'ennuyer même dans une posture simple, puisque comme tu dis, on va aller à la limite de sa posture, on va toucher sa limite. Est-ce que c'est quelque chose qui pour toi est incohérent que quelqu'un puisse s'ennuyer même avec une posture simple? Ouais, c'est totalement incohérent. C'est tout le temps surprenant pour moi que quelqu'un puisse s'ennuyer parce que la posture, ce n'est pas qu'une mise en mouvement du corps, c'est avant tout un acte d'humilité dans le sens où on met en mouvement le corps et le corps doit s'abandonner à une activité respiratoire. En fait, on essaye de rendre la respiration très longue, très régulière, en freinant le passage de l'air avec la gorge, on appelle ça Ujjayi. On inspire longuement, on expire longuement, on active, si tu veux, le système parasympathique, on rend la respiration très très longue et ça devient le chef d'orchestre, en quelque sorte. La vitesse du mouvement sera totalement dépendante de la durée de la respiration. Donc ce n'est plus moi qui décide, c'est ma respiration qui impose un rythme. Et raison de plus pour ne pas subir le rythme imposé par la démonstration d'une enseignante ou d'un enseignant. Exactement, de se comparer aux autres élèves, ça ne marchera pas, quoi. Ça donnera l'accès à la souplesse, à la force, mais ça ne donnera pas du tout l'accès à la raison d'être du yoga. Donc il y a cette respiration profonde et qui en plus doit être bien placée. Elle doit naître souvent dans différentes parties du corps, à l'inspire, à l'expire. Il y a différentes zones, on en parlera peut-être plus tard si tu veux. Et ce placement de la respiration provoque des mouvements naturels, quoi, des mouvements d'ouverture et des mouvements de fermeture. Et en fait, le mouvement doit apparaître, doit naître partout où la respiration démarre. Voilà. Par exemple, le mouvement doit démarrer dans le ventre à l'expire, parce qu'à l'expiration, ça part dans le ventre. Et cet abandon que nous devons avoir à l'égard de la respiration provoque une harmonie, provoque un mariage et nous invite comme ça à toucher en permanence notre limite respiratoire, toucher en permanence notre limite physique en étant totalement absorbé par ce mariage. Un mariage auquel je suis témoin, quoi, duquel je suis témoin. Moi, tu comprends? Moi, mentalement, je suis témoin. Je ne suis plus l'animal qui fouette mon corps et qui veut aller au-delà de mes limites et qui veut me dépasser et qui veut avoir un meilleur fessier ou un meilleur abdos. C'est plus le sujet, quoi. C'est vraiment un acte d'humilité. C'est une mise en mouvement du corps qui s'abandonne à la respiration. Et ça, si on s'ennuie là-dedans, il y a un problème, quoi. C'est pas possible. Ça provoque tellement de la joie, ça provoque une telle détente, il y a quelque chose de jubilatoire de se laisser faire, en fait, de se laisser faire par un mariage mouvement-respiration. Voilà. Et par conséquent, on devrait pouvoir jubiler qu'un simple petit mouvement de bras, en vérité. Voilà. Et c'est en ça que je me dis que la personne qui ne comprend pas ce que je viens de dire, forcément, c'est un peu ne pas comprendre la gastronomie. Et par conséquent, quand on ne comprend pas la gastronomie, on a tendance à manger de la junk food, quoi, des choses bien grasses et bien salées et bien sucrées pour apprécier quelque chose. Eh bien, moi, j'invite les gens à goûter à la gastronomie yogique et comprendre qu'on n'a pas forcément besoin de toutes ces postures avancées. Voilà. Et en plus, toutes ces postures avancées ont été à l'origine pensées pour les enfants. Que pour les enfants. Mais ça, on pourra en parler plus tard si tu veux. Ok, tu pourras le développer plus tard, ces différents yoga adaptés aux âges. Mais c'est vrai que le choix de tes mots est très judicieux, puisque tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit on va inviter le pratiquant à aller toucher sa limite et jamais au-delà de sa limite. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super important, quoi. Tu vas jamais forcer, tu vas jamais pousser un élève dans une flexion, dans une extension, tu vas toujours l'inviter à aller toucher sa limite. Donc ouais, je trouve que ça représente ce que tu viens de dire.
C'est ça, on vient casser l'animalité. On a tous tendance à vouloir combattre, à vouloir combattre, à être en guerre en quelque sorte. Et là, la pratique telle que je la propose, telle que je la propose en fonction des textes étudiés, hein. Je n'invente pas l'eau chaude en fait, hein. C'est encore une fois, j'applique une logique et non pas une recette. Et cette logique nous permet de comprendre qu'on vient de toucher la limite physique, respiratoire, mentale. C'est une rencontre avec la limite, et ça vient casser notre animalité à celle qui voudrait appliquer le no pain, no gain, quoi. Tu vois, ce Mm. côté animal à Devoir toujours souffrir. combattre. Ouais. Mm. Ben, tu as parlé de textes anciens, on les a pas cités. Moi, on va les citer si tu veux bien. Donc, ce Mhm. sont les Yoga Sutras que tu as étudiés pendant de nombreuses années, que Mhm. tu enseignes aussi dans tes formations. Tu parles souvent de Patanjali, qui est un Mhm. personnage important. Est-ce que tu peux développer sur Patanjali et les Yoga Sutras? Ouais. Patanjali, c'est un philosophe qui aurait vécu il y a à peu près 2000 ans, plus ou moins à la période de Jésus-Christ en fait. Il vient de l'Inde et il a étudié un texte qui existe toujours, qui s'appelle les Védas. Et dans les Védas, il y a une sorte de compilation d'écoles de pensée, une compilation d'enseignements, dans un texte dans lequel on retrouve par exemple le Vedanta, le Samkhya, l'Ayurveda, et on retrouve aussi le yoga. Et donc Patanjali, ce philosophe, il a étudié plusieurs textes là-dedans, dont le yoga. Et à cette époque-là, en fait, le texte que je cite là, les Védas, ça a 4000 ans. C'est un vieux texte il y a 4000 ans. Et Patanjali, il y a 2000 ans, il est allé étudier plusieurs textes, dont le yoga. Et à cette époque-là, il y a 2000 ans, le yoga était comme inaccessible. Il était comme compliqué d'accès, réservé à une élite. Voilà. Et lui, il a un peu comme démocratisé le yoga. Il l'a rendu plus accessible. Il est allé chercher l'essentiel au sein de ce texte et il a proposé l'essentiel sous forme de 195 aphorismes et qu'il a appelé les Yoga Sutras. Les sutras, c'est-à-dire un enseignement qui se vit, hein, qui s'honore par l'action. C'est ça un sutra. Un sutra, c'est un enseignement qui s'honore par l'action, un enseignement qui a été vécu par quelqu'un, qui a été transmis à partir d'un vécu. Et le yoga, c'est la fameuse philosophie qui permet de comprendre la mécanique mentale et la liberté de conscience qui peut en découler. Et donc Patanjali, c'est quelqu'un qui a rendu le yoga accessible. Et c'est le texte, les Yoga Sutras, c'est vraiment le texte de référence. Si on s'intéresse au yoga, il faut forcément s'intéresser à ce texte-là. Voilà. Et moi, c'est un texte que je connais très très bien. Je l'ai étudié 6 ou 7 fois. Mon évolution personnelle m'a amené à développer une traduction, une interprétation pareille, qui a évolué 5 ou 6 fois. Et puis on découvre que dans ce texte, en fait, on ne parle que du mental. Petit exemple que tu connais déjà, Charbel, mais c'est intéressant du fait qu'on soit là en live de le dire. Sur ces 195 aphorismes qui ne parlent que du yoga, il n'y en a que 3 pour parler de la posture, il n'y en a que 12 pour parler de la respiration, mais il y en a 55 pour parler de la méditation. Enfin voilà, c'est assez hallucinant de comprendre que le yoga offre comme outil principal la méditation et non pas la posture. Et aujourd'hui, en 2020, le yoga n'est représenté qu'à travers la posture et quasiment pas à travers la méditation. Voilà. Donc voilà ce que Ou en c'est tout cas, Patanjali. ou en tout cas, ce qui ressemble à la méditation, c'est en général juste une récitation de mantra, et j'appellerais pas ça de la méditation non plus, en fait. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, Voilà. Patanjali, voilà, ça, c'est un texte de référence. Il y en a plein d'autres, hein. Il y en a plein d'autres que j'ai étudiés, que je connais, mais ça, c'est vraiment le texte de référence. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu plus? On l'a cité plusieurs fois et je trouve qu'on l'utilise beaucoup. Je l'utilise aussi beaucoup, ce mot, le mental. Est-ce que tu pourrais nous donner ta définition du mental? Alors le mental, c'est un outil de perception au service de l'âme, composé de 6 parties. C'est-à-dire que, un peu comme nous avons un corps avec 4 membres, eh bien le mental est composé de 6 membres. Donc le mental, c'est ce qui permet à l'âme de se mettre en relation avec le monde extérieur. Donc le mental, il est composé de 3 parties directement en relation avec le monde extérieur et 3 autres parties directement reliées avec notre âme. Et les 3 parties qui sont en relation avec l'âme ne sont accessibles que si on n'est pas sous l'influence de la colère, de la jalousie, ou enfin de toutes ces émotions très, très animales. Donc dès qu'on atteint l'état de zéro émotion, on peut avoir accès
ce qu'on appelle le mental profond et ainsi retrouver de la relation à notre intuition, à notre âme. Et puis, une fois qu'on a l'intuition, une fois qu'on développe l'intelligence intuitive, on peut se déployer dans notre vie, on peut agir, on peut se mettre en quelque sorte au service de notre élan de cœur. Et pour ça, il faut se mettre en relation avec le monde extérieur. Et cette mise en relation avec le monde extérieur se fait toujours à partir du mental. Il y a 3 autres parties du mental qui favorisent le lien avec nos sens, c'est-à-dire voir, entendre, goûter, toucher, etc. Voilà très rapidement ce que je peux te dire sur le mental. Évidemment, parler du mental, on peut en parler longuement, hein. Je peux en parler vraiment des jours et des jours et des jours, hein. J'ai 52 jours d'enseignement théorique non-stop sans me répéter pour parler du mental, hein. J'exagère un peu, mais vraiment, il y aurait beaucoup à dire. Mais tout simplement, le mental, c'est un outil de perception. C'est ce qu'on appelle le corps mental qui a tendance à se prendre pour le chef. Le mental, quand il n'est pas tenu, c'est comme un jeune chien, quoi. Quand il n'est pas tenu, il a tendance à se laisser influencer par son idéologie humaine, c'est-à-dire sa mécanique animale, sa mécanique de survivaliste. Et donc le mental, en général, il est sous l'influence de la peur, de la survie, et n'écoute pas du tout son intuition, il n'écoute pas du tout la vie qui le traverse. Et va faire plein de choses pour assurer sa garantie, sa sécurité financière, sociale, spirituelle, etc. C'est du logique et c'est du cartésien, le mental. Ouais. On pourrait dire ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc le mental peut être notre pire ennemi si on ne tient pas la laisse. Voilà. Et tenir la laisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire inviter le mental à se poser, à se poser dans l'instant, être dans le moment présent. Et c'est en ça que la posture devient intéressante, c'est en ça que la respiration devient intéressante, c'est en ça que l'éveil sensoriel devient intéressant, parce que ce sont des outils yogiques qui favorisent la mise en relation avec le réel. Et dans le réel, il n'y a plus moyen d'être sous l'influence de nos préoccupations et de nos émotions. Et là on favorise un nettoyage mental, on active une partie du mental qui favorise un lien avec l'âme. Voilà ce que c'est que le yoga, hein. Voilà ce que c'est que le mental et voilà ce que c'est que le yoga, en fait. Et c'est ce que tu proposes dans tes cours, c'est-à-dire je vais le dire vulgairement, c'est-à-dire ne pas suivre ses pensées, se connecter à autre chose que son mental, à autre chose que ses conditionnements, que ses peurs, que ses doutes, et aller chercher au-delà. C'est bien ça. C'est ça. En nous, dans ce mental, il a tendance à ne pas être propre. Il a tendance c'est un peu comme si tu étais dans une voiture, et puis c'est comme si tu n'avais pas tes propres mains sur ton volant, quoi. C'est comme s'il y avait des passagers dans ta voiture qui se permettaient de mettre leurs mains sur ton volant. Et du coup, ça va là où ils veulent et non pas là où tu veux aller toi vraiment. Et ces passagers, c'est l'émotion, c'est l'imagination, c'est la mémoire, c'est les vieux schémas de pensée, l'habitude, la peur, la jalousie. Enfin, il y a comme ça plein de filtres, en fait, plein de filtres à travers lesquels on regarde la vie et qui nous apportent une perception erronée, voilà, une perception erronée de la vie et qui nous amène à faire des choix totalement en décalage avec notre raison d'être, avec qui nous sommes profondément. Voilà. Et difficile de retrouver l'ordre holistique et difficile de retrouver l'ordre autour de soi tant qu'on ne s'aligne pas avec la vie qui nous traverse. Voilà. Nous sommes un peu comme zombifiés, quoi, de ce manque de relation à soi en raison d'un mental pas suffisamment pris en mal, pas suffisamment pris en main. On est un petit peu comme zombifiés. Voilà. Tu as dit quelque chose tout à l'heure, c'est une expression qui m'avait embêté, et j'espère qu'on va pouvoir clarifier là-dessus. Dans ta formation, tu viens de le dire, c'est l'état de zéro émotion. Et pourtant, je sens que dans mon évolution et dans l'évolution de personnes autour de moi, reconnecter avec ces émotions et accepter de ressentir ces émotions a été un pas gigantesque pour moi, puisqu'on est tellement perché parfois dans notre mental que même l'émotion, elle est juste enfouie dans un tiroir, on s'y connecte même plus. Et j'avais trouvé, de la même manière que toi, tu repasses par le corps pour être dans l'instant présent, repasser par ressentir l'émotion pouvait vraiment aussi faire sortir du mental. Est-ce que le terme de zéro émotion, juste peut-être, je bute sur des mots, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches ou est-ce que c'est ressentir toutes les émotions? Prendre en considération l'émotion est une étape très importante. L'émotion, c'est une forme de détox mental, c'est une forme d'expression, comment je vais dire ça? C'est une sorte d'expression d'un manque de relation à soi, l'expression d'un manque d'alignement et c'est important de bien
voir où nous en sommes, de bien voir où nous en sommes. C'est-à-dire plus on subit l'émotion et plus cela reflète le manque de relation à l'âme. Donc se connecter avec l'émotion, c'est important. Prendre en considération là où nous en sommes sur le plan émotionnel, c'est important. Et puis une fois qu'on a pris conscience de là où on en est, il est important de s'ouvrir des fenêtres, c'est-à-dire mettre les émotions de côté et de ressentir ce qu'il reste. Qu'est-ce qui reste en moi lorsque je mets mes émotions de côté? Qu'est-ce qui reste en moi lorsque je suis totalement centré? Eh bien, il reste quelque chose, et ce quelque chose, c'est vous. C'est notre nature profonde. Et tant qu'on ne sait pas mettre les émotions de côté, on n'entend pas l'appel du cœur, on n'entend pas l'appel de l'âme, et du coup, on a une vie totalement sous l'influence de nos émotions. Et encore une fois, c'est ni bien ni mauvais, c'est juste très animal, quoi. Et il y a une vie au-delà de cette animalité, il y a une vie qui nous attend au-delà de nos émotions. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire si tu subis l'émotion, je peux comprendre. La ressentir, c'est encore une autre étape. Et après, comme tu dis, c'est une autre étape, c'est de pouvoir faire, non pas abstraction, mais vraiment ne plus s'identifier à ça, quoi. Puisque l'émotion est peut-être un produit du mental. C'est pour ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça, ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un sujet que je veux bien développer. Après, encore une fois, je veux surtout respecter tes questions. Et puis, je suis sûr Non, que je je serai amené à... n'ai pas d'ordre. D'accord, d'accord. Si tu veux, je peux tenter d'expliquer un petit peu la mécanique qui provoque les émotions. Je peux essayer de le faire rapidement, quoi. Je peux essayer de le faire voilà, aussi efficacement que possible. On est supposé avoir un charisme. Nous sommes supposés avoir une nature profonde qui nous amène à être des êtres créateurs, c'est-à-dire totalement influencés par l'âme. Je me répète, mais c'est vraiment ça, quoi. Vraiment être influencé par notre nature profonde. Et cette âme, cette relation à l'âme permet de développer une intelligence intuitive. Donc, de cette mise en relation avec nous-mêmes, de cette bonne cohabitation, on a tendance à ne pas être dans le doute, on a tendance à ne pas avoir peur. On sait en permanence là où nous en sommes et là où nous devons aller. Et de ce manque de relation à l'âme, eh bien, on cherche, de ce manque d'autosuffisance, de ce manque d'amour pour soi, on a tendance à chercher des identités de substitution. Quand on ne sait pas sourire tout seul, quand on ne sait pas s'autosuffire, on cherche des choses qui vont nous donner une raison d'exister. Alors par exemple, ça peut être à travers notre vie de famille. Avant, moi j'étais rien, me voilà papa. Avant, j'étais rien, me voilà prof de yoga. Avant, je n'étais rien, me voilà français, blanc par exemple. Tout ça, ce sont des identités réelles auxquelles je peux fortement m'identifier si je ne suis pas assez identifié à ma nature profonde. Et quand je vis comme ça des relations, des identités de substitution, eh bien, quand j'ai une raison d'exister, quand j'ai une reconnaissance par l'amour de l'autre, ou par mon activité professionnelle, ou toute autre chose, quand j'ai ce genre de choses, je suis enfin reconnu, j'existe en tant que quelque chose, et ça crée une émotion très positive, quoi. Très positive. Et quand je perds cette identité de substitution, parce que mes enfants quittent la maison, parce que je perds mon travail ou parce que je perds ma santé, quand je perds ma relation à mon identité de substitution, eh bien là, c'est une vague émotionnelle très négative, quoi. C'est une sorte de deuil qui en découle. Et c'est pour ça que je vous dis, plus on est loin de son âme, et plus on va s'accrocher à des identités de substitution. Et quand on est nourri par elles, on subit des vagues émotionnelles, on tombe en amour, quoi. On est vraiment joyeux et fortement attaché, excessivement attaché à cette fausse raison d'exister. Et puis quand on la perd à cause d'une rupture ou de la mort ou d'un éloignement géographique, quand on perd cette relation de substitution, on développe des émotions très négatives. Donc l'émotion, qu'elle soit très très positive ou très très négative, n'est que le reflet d'un manque de relation à soi, en fait, tout simplement. Je devrais pouvoir me relier à mon enfant et à mon travail pour ce qu'ils sont, et non pas comme des bouées identitaires, et non pas comme un moyen de me donner une raison d'exister. Voilà, je devrais juste laisser mon fils... Propose de ne pas s'attacher, en fait, quand ils disent le détachement, ce que propose le yoga, est-ce que c'est ce dont tu parles?
Oui, oui, c'est ça. On parle de ça aussi en yoga, on parle du détachement, mais le détachement, on ne peut pas l'imposer à qui? On peut pas l'imposer à quelqu'un. Quand on est vraiment loin de son âme, on ne peut pas dire à quelqu'un arrête de tomber en amour, arrête d'être Oui, attaché de façon excessive, c'est pas possible. c'est C'est un une process. mécanique, c'est un process très profond, très, très, très intime, qui ne se fera que si on retrouve du lien avec son âme. Et pour retrouver du lien avec son âme, il faut retrouver une propreté mentale, il faut développer une musculation mentale. Si tu pouvais, donc c'est vrai que tu as dit que tu t'es répété, mais je trouve que c'est complètement juste. Si tu devais garder une seule chose dans ta relation au yoga, est-ce que t'apporte le yoga? Est-ce que ce serait la connexion à l'âme, la relation à l'âme? Oui, la connexion à l'âme et par conséquent la liberté. Et par conséquent, il faut comprendre que l'âme, c'est pas juste un mot, quoi. L'âme, c'est une fréquence de vie. C'est ce qu'on appelle, ce que certains appellent la force créatrice. C'est la source de la vie, c'est la vie. Donc, retrouver humainement du lien à notre âme, c'est retrouver un ordre. C'est vraiment se mettre à respecter une loi naturelle profonde. On pourrait appeler ça les lois divines en quelque sorte. Donc un ordre peut être possible, une régénération peut être possible, une guérison holistique peut devenir possible. Donc s'il n'y a qu'une seule chose à retenir en yoga, c'est ça, quoi. C'est la liberté de conscience, c'est-à-dire un humain suffisamment docile, suffisamment humble, suffisamment courageux au point de s'en remettre totalement dans les mains de son âme. Voilà, donc s'il y a une chose à S'abandonner. retenir, pour moi, c'est ça. Ouais. Et s'abandonner. Et elle est là la dimension métapolitique que je te disais. T'imagines une société qui se met à faire ça, mais c'est une Ouais. transformation profonde et soudaine, quoi. Ce serait énorme. Et c'est en ça que je me déploie avec beaucoup, beaucoup de force depuis 23 ans. Je suis convaincu de ce que je te dis et je pense que c'est le chemin de la société, de l'humain pour demain. Et c'est Tout pour ça au ça que mot vert, j'imagine je pense. c'est pour ça que tu remets en question, j'imagine, les enseignements occidentaux, parce que si c'était vraiment appliqué ce à quoi tu aspires, ben, on aurait beaucoup plus de dissidents ou de rebelles. Exactement. Il y a 3 millions de pratiquants en métropole. Il y a, je crois que c'est 24 millions de pratiquants. Je ne sais pas si c'est, enfin, c'est quelques dizaines de millions de pratiquants aux États-Unis. Si le yoga était vraiment pratiqué à l'image de ce que je te dis depuis tout à l'heure, on serait, comme tu le dis, face à une dissidence spirituelle de dingue. Voilà. On commencerait à sentir l'odeur de la transformation profonde qui nous attend. Voilà. Et franchement, il suffit d'aller sur Instagram et taper yoga et réaliser que on n'en est pas là du tout, quoi. On n'en est pas là du tout, du tout, du tout. Malheureusement. Bah, tu me fais encore une transition tout naturellement. Si je tape sur Instagram ou sur Facebook naturopathie, par exemple, je vais voir que de la bouffe. Et en hygiénisme, je trouve que c'est aussi le côté très réducteur de ce qu'est la naturopathie et de ce qu'est l'hygiénisme. C'est-à-dire, c'est des jolies salades avec des graines germées. Et c'est un outil de l'hygiénisme, mais c'est tellement plus que ça. Tu as parlé tout à l'heure de régénération, de détoxification. Voilà, c'était spirituel. Bon, on va quand même en parler. Quel rôle a joué l'alimentation dans ta vie et dans ton parcours spirituel? Alors, un rôle conséquent, mais tardif. C'est-à-dire que, au travers de l'étude des anciens textes, j'ai toujours vu que le yoga mettait en avant la détox. Dans tous les textes, quels qu'ils soient, on pourra les citer plus tard si tu veux, mais dans tous les textes, quels qu'ils soient, j'en connais 5 de textes très importants des anciens textes qui ont plusieurs siècles, et tous, absolument tous, mettent en avant la nécessité de provoquer en nous une décongestion cellulaire, une détox, par un changement alimentaire et par le lavement. Le lavement, c'est-à-dire l'hydrothérapie. Le yoga met ça en avant depuis depuis des centaines d'années. On pourrait dire depuis des milliers d'années. Et si tu veux, en yoga, dans la philosophie yogique, on est très clair sur le lien étroit qu'il y a entre notre clarté mentale et notre santé intestinale, c'est-à-dire notre détox. Et ça, je l'ai toujours lu, mais sans vraiment le comprendre. Je n'avais pas la sensibilité et la culture qui me permettaient de... Et je n'avais pas de représentant dans le yogique qui me permettait de comprendre cette dimension-là. Et c'est bien plus tard que je me suis ouvert, non pas à l'Ayurveda, mais à l'hygiénisme, à travers les pères de l'hygiénisme. Et donc, j'ai commencé quelques expériences à travers la consommation de jus,
grâce à l'extracteur de jus. Et puis, petit à petit, j'ai goûté au frugivorisme. Et puis, je me suis permis quelques expériences assez conséquentes de frugivorisme. J'ai par exemple eu une expérience de 2 ans et demi en tant que frugivore, vraiment très, très structuré, très, très intelligent et fait de façon très intelligente et de façon très disciplinée. Et j'ai vraiment, vraiment pris beaucoup de plaisir, quoi. C'était fort parce que j'ai pris conscience qu'il était possible de manger pleinement et de retrouver une vitalité. Voilà, une vitalité physique et une fraîcheur mentale. Et c'est ça que la détox a provoqué en moi. Ça a été une prise de conscience énorme. Et depuis dans mes centres Vicitra, à travers la méthode que je propose, je ne peux pas dissocier le yoga de la détox. D'ailleurs, de toute façon, pour moi, toute personne mettant en avant la détox dans sa vie ou toute personne mettant en avant la détox dans ses enseignements est un yogi qui s'ignore. Parce que le yoga parle beaucoup de la nécessité de se détoxiner avant même de s'intéresser à la posture. Quelquefois, on est tellement pris par la léthargie mentale en raison d'une léthargie physique. Quelquefois, on est tellement pris par l'agitation mentale en raison d'un mal-être physique qu'il faut mettre de côté la posture. On n'a plus les moyens, pour beaucoup de personnes, de rester concentré sur le corps et sur la respiration. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure. On a un yoga pizza aujourd'hui, on a un yoga viandard, quoi. On a un yoga où on pratique fort les postures avant tout. Et bien, des moments, je me dis, peut-être qu'ils ne peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont trop agités ou trop pris par la léthargie. Il leur faut il leur faut de la graisse, quoi. Il leur faut des choses très palpables, très accessibles, parce qu'ils n'ont plus l'accès à la gastronomie yogique en raison d'une éventuelle agitation mentale trop importante, trop avancée, ou en raison d'une léthargie mentale trop avancée. Et je pense que pour une grande majorité, je pense que le chiffre c'est à peu près 70%, je pense que pour une majorité de pratiquants, il faudrait mettre de côté la pratique de la posture, la pratique de la respiration et s'intéresser uniquement à la détox. Voilà, je le pense sincèrement, ça. Au regard de mon expérience en tant qu'enseignant à plein temps, je pense que de nombreuses personnes devraient s'intéresser à la détox et se dire que quand ils pratiquent la détox, c'est du yoga. Voilà, c'est mis en avant dans tous les textes, bien avant de parler de la posture et de la respiration. Donc on pourrait se dire, limite faire un circuit de étape par étape, commencer par une détoxification, puis pouvoir s'intéresser à la posture pour pouvoir accéder, comme tu dis, à la reprise en main du mental, puis accéder à la méditation, etc. Exactement. Exactement. Et juste avant de te laisser poser la question, moi, je veux vraiment insister sur ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Ça m'a retourné le cerveau, quoi, de vivre avec autant d'énergie uniquement en changeant mon alimentation. Manger pleinement et à sa faim et être encore plus énergisé à la fin du repas qu'au début, c'est énorme, quoi. Avoir en général, l'activité. Comment? On s'endort à la fin du repas en général. Oui. Et là, ce que je te dis, tu sais de quoi je parle, parce que tu es comme moi, quoi. Tu connais bien la détox, tu as vécu, toi, pas mal d'expériences, et tu comprends très très bien que la détox est puissante pour le mental. Alors, je dis ça, et j'ai dit tout à l'heure que j'ai vécu une aventure de 2 ans et demi en tant que frugivore. Je parle de détox par le frugivorisme, ou par d'autres moyens, comme la pratique du jeûne, ou par les lavements, ou par le monodiète, mais je voudrais juste préciser là que je ne dis pas qu'il faut vivre comme ça. Je ne dis pas qu'il faut manger tout le temps comme ça. Je dis simplement que quand on s'intéresse à la détox, on peut souffrir des périodes de plusieurs jours, de plusieurs semaines ou de plusieurs mois permettant la détox. Ou de plusieurs années. Ou de plusieurs années, ouais. Non, mais voilà. Sans pour autant vivre comme ça, quoi. Pardon, dis-moi. Non, sans pour autant vivre comme ça toute sa vie. Exactement, et je pense que c'est ce qui fait peur à beaucoup de volontaires, parce que j'en ai rencontré beaucoup des volontaires de la détox. Il y a deux choses qui leur font peur. La détox, elle est jamais désagréable, c'est la suite, c'est-à-dire l'élimination, puisque si on fait une détoxification, c'est pour pouvoir éliminer après, comme tu dis, toute cette congestion cellulaire. Et la deuxième chose qui fait peur, c'est que l'être humain a toujours peur que tout soit définitif et qu'il faille manger comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est pas forcément le cas, c'est juste une période de temps et c'est à chacun de décider est-ce qu'on veut le faire quelques jours, quelques semaines ou quelques années, quoi. C'est ça. Et... Vas-y. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et je veux simplement rajouter que, encore une fois, je veux vraiment insister que dans tous les textes de yoga, on met en avant la détox et je suis surpris, vraiment, vraiment surpris, que je sois, pas le seul évidemment, mais une des rares personnes
à mettre en avant la détox en tant que prof de yoga. Voilà. Il faut vraiment comprendre que la détox, c'est une démarche yogique. Si la représentation du mental intéresse quelqu'un, si la musculation mentale intéresse quelqu'un, il faut forcément s'intéresser à la détox. Voilà, c'est tout. Et de la même manière que la posture en yoga est un outil, mais ce n'est pas l'outil le plus adapté pour pouvoir reprendre en main le mental, je trouve que l'alimentation, c'est un outil de l'hygiénisme, c'est pas le plus adapté. Moi, je suis tombé dans ce piège, je pense, puisqu'il y a eu tout un courant hygiéniste et de détoxification ces dernières années, qui ne voit finalement la guérison que par l'alimentation, et tout devrait être résolu avec une solution alimentaire, ce que je trouve être très limité, parce qu'il y a des clés émotionnelles, parce qu'il y a des clés mentales aussi dans l'hygiénisme qui peuvent être appliquées et qui sont parfois beaucoup plus puissantes sans forcément chambouler toute son alimentation. Exactement, et c'est là que tous les autres leviers sont les bienvenus, tous ces autres leviers holistiques présentés en yoga, donc l'activité physique modérée, l'activité respiratoire profonde et en conscience, l'éveil sensoriel, le centrage, l'étude de ses rêves. En yoga, on parle beaucoup de communication non violente. C'est vraiment à être multidiscipliné en quelque sorte, à avoir plein de disciplines pour réactiver sa santé holistique et la représentation du mental, et en comprenant une chose, que tout ça, ce ne sont que des outils, ce ne sont que des cannes pour nous aider à marcher, et que la raison d'être de tous ces outils, c'est de les arrêter le plus vite possible pour finalement vivre sa vie et la vivre pleinement. Se retrouver dans 30 ou 40 ans avec encore le tapis de yoga sous le bras et l'assiette de fruits devant soi, ce ne sera pas bon signe, quoi. Moi, j'aimerais bien un jour qu'on arrête tout, et tout arrêter sera le signe d'une vie accomplie et d'une vie pleine, pas accomplie mais pleine, quoi, pleine de vie. Voilà. Bah, au même titre que moi, je trouve que l'alimentation est quelque chose qui doit évoluer constamment, et j'imagine que les pratiques yogiques qui conviennent pendant un certain temps, comme tu dis, à un certain âge, doivent évoluer aussi en fonction de ce dont on a besoin, de là où on veut aller aussi. Donc, de laisser de la place au changement et à pouvoir, et pas pouvoir répéter machinalement, Ouais, si ouais. j'ai bien. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, tu disais tout à l'heure qu'on se rajoute des conditionnements, on se rajoute des étiquettes, on se rajoute des couches. L'objectif serait de se retirer le plus de couches possible pour se connecter à soi. Euh, Est-ce que le minimalisme est quelque chose que tu appliques dans ta vie? Tu parles souvent de simplicité de vie volontaire. Est-ce que tu peux développer ce sujet? Oui, je veux bien développer ce sujet. C'est assez simple, à vrai dire. Euh, Toujours pareil, hein, inspiré des anciens textes venant du yoga. Quand on s'intéresse à la santé mentale, quand on s'intéresse à la santé spirituelle, euh, on parle de quelque chose qui est beaucoup mis en avant par le fameux Pierre Rabhi, c'est-à-dire la simplicité de vie volontaire. C'est-à-dire avoir dans sa vie suffisamment d'espace pour avoir le temps de se regarder, pour avoir le temps de se reprendre en main, pour avoir le temps de se questionner, et suffisamment d'espace aussi pour éviter de se décharger, pour utiliser en quelque sorte cette énergie qui ne sera pas utilisée à autre chose, cette énergie pour sa propre santé. C'est un petit peu comme un jeûne alimentaire, c'est-à-dire on arrête de manger pour donner à notre corps toute l'énergie dont il a besoin pour se détoxiner, se nettoyer et évacuer les toxines. Et bien de la même façon, la vie simple, euh, la vie nettoyée de toute chose qui n'est pas nécessaire, euh, peut nous permettre d'avoir accès à suffisamment d'espace et d'énergie pour se mettre en mouvement. J'ai une toute petite histoire. Une fois, j'étais avec un ami qui est un peu grande gueule, et nous étions à un arrêt de bus, et il y avait une personne là près de nous avec dans une main un téléphone portable. C'est juste une anecdote, et c'est juste symbolique, hein. Elle avait dans une main un téléphone portable, et dans l'autre main un paquet de cigarettes. Et mon ami, avec
avec sa gouaille habituelle, mais en même temps, et en même temps son intelligence, est allé voir cette personne en lui disant, écoutez, j'avais un cadeau à vous offrir, mais vos mains Oui, sont bien trop pleines pour recevoir ce que j'ai à vous offrir. Et c'est un petit peu ça, quoi. Voilà, c'est une petite anecdote toute simple, un peu gentillette, très symbolique, pour dire, voilà, simplicité de vie volontaire, c'est-à-dire les mains libres pour pouvoir vivre et accueillir ce qu'il y a à accueillir, pour pouvoir créer. Et quand on se pose ce genre de questions, eh bien, on est vite confronté à, à l'éventuelle aliénation familiale ou professionnelle ou sociale ou gouvernementale qui nous empêche de rentrer dans cette mécanique minimaliste, comme tu dis, qui nous empêche d'avoir une vie simple. Quelquefois, on ne se rend pas compte à quel point nous sommes aliénés, à quel point nous sommes esclaves en fait à des systèmes. Et s'en défaire, vouloir une vie simple, vouloir une vie minimaliste, comme tu dis, n'est pas si simple. Voilà. Et elle reflète tout de suite notre situation, entre guillemets, d'esclave. Ouais, entre guillemets, esclave, comme tu dis. Finalement, on se retrouve quand même aujourd'hui à devoir se plier à beaucoup de choses. Et je reviens peut-être une dernière fois sur l'alimentation. Et je trouve que pour briser un petit peu de ce que la famille fait, de ce que la société fait, de ce que les amis font et pensent, etc., je trouve que parfois changer son alimentation, ça permet de voir finalement qui nous accepte selon nos choix et qui nous accepte pas. Et ça, le frugivorisme, en tout cas, ça a été un accélérateur pour moi incroyable. Je l'ai fait quasiment un an. Et pendant un an, j'ai vu que ça a dérangé beaucoup de monde à un point. Alors que je n'étais pas dans leur assiette. Vous pouviez manger un steak devant moi, ça ne me dérangeait pas. Et pourtant, je trouve que ça peut être un exercice super intéressant pour voir est-ce qu'on tient avec nos convictions ou pas. C'est surtout ce que je trouve intéressant dans cet exercice. Je suis tout à fait d'accord avec toi, totalement. Moi, souvent, on me demande est-ce que le frugivorisme est dur? Et je dis non, c'est pas dur. Ce qui est difficile, c'est le regard extérieur, l'agressivité. Oui. Alors, tu as parlé d'esclavage. Alors, je rentre dans un sujet peut-être délicat. Quel avis tu as sur la période de confinement qu'on vient de vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui a été positif pour toi? Est-ce qu'au contraire, tu l'as mal vécu? Ben moi, personnellement, je l'ai bien vécu parce que ça m'a rendu libre, ça m'a libéré d'un grand nombre de déplacements qui étaient prévus, ça m'a libéré d'un grand nombre de stages qui étaient prévus. Ça a imposé une fermeture des centres, celui de la Guadeloupe, celui de Guadeloupe et celui de Bruxelles. Et, euh, et donc justement, ça a provoqué du minimalisme dans ma vie. Donc ça c'était, comme beaucoup de personnes, je pense, c'était très, très nourrissant, très intéressant. Euh, Après, moi, ma relation au confinement, étant partisan de l'écoute de son âme, étant en vie de couple avec une chercheure, ancienne chercheure à l'Institut Pasteur et ancienne élève du professeur Raoult, c'est-à-dire la personne avec qui est Julie, qui est là avec nous, hein, Julie Millet, euh, euh, qui, euh, qui connaît bien les maladies, ça a été son sujet, hein, pendant toute sa carrière en tant que chercheur. Avec ces données-là et avec mon élan de cœur, moi, j'avais pas vraiment prévu d'arrêter mes déplacements et j'avais pas vraiment prévu d'arrêter mes enseignements. Je n'étais pas du tout inquiet ni effrayé par la situation, pas du tout, quoi. Et ce qui m'a fortement surpris, c'est que malgré moi, mon élan de maintenir mon activité, j'ai vu que toutes les couches sociétales, sur le plan mondial, en l'espace de 48 heures, se sont totalement alignées avec un mot d'ordre, celui d'être confiné. Et là, je me suis dit les masques tombent, quoi. En fait, l'aliénation est Ah, les masques réelle. se mettent. Ouais, les masques se mettent plutôt, oui. L'aliénation est réelle. L'abandon aux autorités extérieures, quelle que soit
la classe sociale, quelles que soient les couches sociétales, l'abandon à la hiérarchie est réel, total. L'écoute de son âme se fait en cachette, se fait de façon underground, et la mise en application de son ressenti profond ne se fait pas, quoi. On n'ose pas, quoi. On a vraiment, vraiment, vraiment peur, quoi, du regard extérieur. Évidemment, il y a ceux qui ont réellement peur et qui écoutent le système, mais il y a ceux qui sont capables de ne plus écouter le système et qui, malgré tout, ne mettent pas en pratique ce que l'âme leur a demandé de vivre. Donc ça m'a fortement provoqué et je me suis dit, ça fait 23 ans que j'enseigne à plein temps et pourquoi enseigner, quoi? Pourquoi parler? Puisque de toute façon, je ne suis pas entendu. La société n'a pas besoin de mots, quoi. La société a besoin d'une véritable mise en relation avec son âme, comprendre qu'il y a une réalité profonde, quoi. Comprendre qu'il y a une réalité autorité, une réelle autorité intérieure et que c'est possible, quoi. C'est possible de se dire, voilà, il y a plusieurs autorités et il y a celle qui est en moi et j'ai le droit de l'écouter et j'ai le droit d'en assumer les conséquences, quelles qu'elles Voilà. soient. Voilà. Et là, je me suis dit, il y a eu un sacré coming out de la part de la société et un sacré coming out de la part de l'oligarchie, quoi, de la part de la grande hiérarchie. Et là, si on n'a pas été capable de voir ça pendant cette période de confinement, bon, bah, on est cuit, quoi. Si on n'est pas capable de voir ça, c'est qu'on n'est pas capable, c'est qu'on est vraiment, vraiment dans le système, c'est qu'on est vraiment, vraiment aliéné. Et malgré tout, je respecte, hein, je respecte qu'on ne puisse pas voir. Je comprends totalement. Ça fait partie de ceux qui ont un degré de conscience particulier. Et puis, bah, il y a les autres qui sont capables de voir et qui, j'espère, demain, et moi le premier, seront capables de se redresser et non pas être en guerre avec le système, non pas être en guerre avec la hiérarchie, mais oser Voilà. vivre sa réalité profonde, quelles qu'en soient les conséquences. Voilà. Bah, ça, Et c'est c'est tout. c'est quelque chose que tu dis souvent. Quand tu dis quelles que soient les conséquences, c'est-à-dire écouter son âme et aller vraiment aller vivre pour ses convictions, tu dis souvent, c'est jusqu'à la mort, en fait, tu es prêt à aller pour respecter tes convictions. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, dans le monde du développement personnel, on croit qu'on va pratiquer des choses pour améliorer sa santé et sa respiration et son énergie. Alors, tout ça, c'est vrai. Il y a plein de choses à mettre en pratique pour améliorer sa condition de vie, hein, sa condition de santé, sa santé physique, énergétique, respiratoire, émotionnelle, spirituelle. Mais une fois qu'on a la santé, on fait quoi avec ça, quoi? Une fois qu'on est riche, une fois on est vraiment riche, quoi, une fois qu'on a un super jeu de cartes dans les mains, on fait quoi avec ça? Qu'est-ce Et qu'on moi, je dis qu'il faut jouer, quoi. Il faut vraiment jouer, quoi. Il faut se réaliser, il faut faire son coming out spirituel, quelles qu'en soient les conséquences. Et vivre sa vie, ça ne veut pas forcément dire améliorer la santé de son couple, améliorer la santé de son business, améliorer la santé de sa vie sociale. On n'en sait rien, quoi. On ne sait pas ce que l'âme veut, quoi. Et il est probable qu'un acte de conscience réel nous amène à vivre des conditions de vie particulières, passer en prison pour une période, ce genre de choses. Je pense que c'est possible. Mais je ne pense pas que ça amènera à la mort, parce que quand on écoute la vie, on va de plus en plus vers la vie, quoi. Donc on devrait plutôt aller vers quelque chose qui nous rapproche d'une puissance, d'une régénération, d'un déploiement et d'un inconnu, hein. Je pense qu'on ne sait pas vraiment de quoi je parle et je ne sais même pas moi de quoi je parle parce que c'est un abandon à quelque chose de profond que nous ne connaissons pas vraiment. Donc c'est vraiment, c'est vraiment une discussion de chenille que nous avons là, quoi. Voilà, que deviendrons-nous si nous étions totalement dans un coming out spirituel, c'est-à-dire tous nos choix du matin au soir alignés avec la vie qui nous traverse, quel que soit le choix des autorités extérieures, quelle que soit la volonté des autorités extérieures. Et ça ne veut pas dire finir seul, hein. Ça ne veut pas dire finir seul et isolé. Ça veut dire être dans la vie, en relation avec tout le monde, mais avoir ses propres mains sur son propre volant. C'est pour ça que Mais tu il faut dis du courage. souvent que Pardon, Charles, oui, mais il il faut faut du beaucoup. courage. Il faut beaucoup de courage, beaucoup d'humilité et beaucoup de sensibilité et beaucoup, beaucoup de calme intérieur pour entendre vraiment la voix et être sûr que c'est bien la voix de l'âme que l'on entend. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, c'est bon. Mais c'est pour ça que tu dis souvent que méditer, c'est pas se relaxer, c'est pas juste mettre une musique zen et respirer un petit peu, parce que la méditation, c'est pas là pour relaxer, c'est là pour bousculer la vie du pratiquant, comme tu viens de le démontrer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Méditer, c'est faire des choix, se mettre en relation avec un objet
qui nous est un petit peu comme soufflé par l'âme, quoi. C'est un petit peu comme s'il y avait un appel du cœur, et le cœur nous invite à nous relier à un objet qui nous semble profondément juste. Donc ça peut être un partenaire, un lieu de vie, un boulot, n'importe quoi, et on sent que c'est juste, quoi. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment on va le faire, mais on sent que c'est juste. Et méditer, c'est oser se mettre en relation avec ce qui nous semble être juste, et maintenir ce lien avec ce qui nous semble juste jusqu'au bout, quoi, jusqu'à ce qu'on comprenne pourquoi il fallait le faire. C'est s'aimer, quoi. C'est un vrai coming out, c'est oser s'aimer pleinement. Mais pour ça, il ne faut plus subir le poids des autorités. Pour ça, il ne faut plus être aliéné. Il ne faut plus du tout subir l'influence des autorités. Et encore une fois, tu vois, c'est en ça que c'est métapolitique. C'est en ça que ma démarche et mes enseignements sont réellement de l'ordre de la métapolitique. Je suis C'est une politicien. dévotion totale à son intuition. Comment? Une dévotion totale à son intuition et non plus à ce que le mental nous souffle. C'est ça, un sacrifice. Un humain qui se sacrifie et qui s'en remet dans les mains de la vie. Sans transition, là, pour cette fois, pour cette question. Donc, toi et ton équipe, vous avez monté 2 centres, en Guadeloupe et à Bruxelles. C'est quoi les projets pour les 5 prochaines années? Est-ce que le confinement t'a fait revoir tes projets? Alors, déjà, ces 2 centres reposent sur une expérience de 20 ans, un déploiement total, un sacrifice en vérité dans l'enseignement du yoga, une vraie quête, une vraie réflexion. Et c'est une vraie méthode à la clé, une vraie méthode déployée dans 2 centres, le centre Vicitra de Guadeloupe, créé avec Julie Millet, et aussi Jessie Laverton qui était à nos côtés, et puis l'équipe qui est en place maintenant. Il y a une équipe d'une quinzaine de profs formés par nos soins et qui enseignent en ce moment en Guadeloupe, et puis à peu près 8 profs présents à Bruxelles, formés par nos soins et qui sont présents, voilà, qui se déploient à travers des cours individuels, des stages, des conférences, et évidemment des cours collectifs. Voilà, donc ça c'est là où nous en sommes. Et comme tu le dis, le confinement nous a prouvé qu'il était possible d'enseigner à distance. C'est-à-dire que, puisque nous n'utilisons pas la démonstration, tu vois, c'est pas notre nature, quoi. Nous, on veut favoriser le centrage, on a développé l'art de l'enseignement par la voix, l'art de la guidance par la voix. Donc la transmission orale par le biais des enseignements en ligne, ça marche parfaitement bien. J'étais ému, tu sais, j'ai beaucoup pleuré pendant le confinement parce que je me sacrifie vraiment, je veux vraiment favoriser le lien à l'âme, tu vois. Et quand j'ai vu que ça marchait à distance, que mon savoir-faire fonctionnait à distance, j'étais très touché, quoi. Je me suis dit, voilà notre nouveau centre. Nous avons maintenant un 3e centre qui est Vicitra en ligne. Et puis donc voilà, ça c'est vraiment un des futurs, c'est vraiment donner l'accès à la connaissance, donner l'accès au savoir yogique, donner l'accès à mon savoir-faire, donner l'accès aux cours à distance à partir de différentes plateformes en ligne. Voilà, donc ça c'est un peu le futur pour les quelques mois et les quelques années à venir. Et puis sinon, dans un futur un petit peu plus lointain, j'aimerais créer un monastère yogique. Voilà, j'aimerais me retirer, je pense, de l'Europe. Peut-être je resterai en France ou en Belgique, mais je pense, moi, me retirer de l'Europe, en tout cas de l'Europe de l'Ouest, et créer une sorte d'ashram, c'est-à-dire un lieu où les personnes pourront vraiment venir et se retrouver, voilà, se poser, se retrouver pour plusieurs semaines ou plusieurs mois. Voilà. Et donc moi je pense me retirer pour écrire et puis pour beaucoup filmer et transmettre un savoir-faire qui fonctionne réellement. Voilà. Okay. Donc les centres de yoga à Bruxelles et en Guadeloupe continueront d'exister si des personnes autour de moi, autour de nous, seraient capables de reprendre les rênes. Voilà, les rênes des différents centres. Okay. Tout en étant en lien avec nous. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. C'était quoi l'actualité de Vicitra en quelque sorte? Et ouais, c'est tout ça. tu y as répondu. Ouais, donc du coup, en ce moment, du coup, il y a les enseignements du Yoga Sutra en ligne tous les dimanches. Il y a un stage tous les jeudis soirs. Il y a un live tous les jeudis soirs à 20h30 où tout le monde est libre de poser toutes les questions, un petit peu comme toi maintenant. Et j'y réponds avec beaucoup d'humour, je pense, avec beaucoup d'authenticité, avec voilà, ne pas hésiter à venir, quoi. C'est accessible. Je sors un peu du yoga, mais pas totalement, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup et que je pose là dans mes interviews en ce moment.
Les jeunes de 20 ans, mais pas que, s'ennuient aujourd'hui à se dire qu'ils vont choisir des études et trouver un boulot et avoir une carrière, puis un métier, alors qu'il y a beaucoup de générations qui ne peuvent pas imaginer faire 3 ans le même boulot. Quel conseil tu donnerais à un jeune de 20 ans aujourd'hui? Ou, ou à quelqu'un qui souhaite une reconversion professionnelle, puisqu'il y en a beaucoup aujourd'hui et je les mets ensemble, les jeunes de 20 ans et les reconversions professionnelles. Quel conseil tu pourrais leur donner? Je donnerais le conseil. Bon, déjà, ta question, elle est puissante, hein. C'est une question qui m'honore. C'est une question qui nécessite un peu de responsabilité, un peu de vécu. Donc, c'est une question qui peut me rendre un peu arrogant, mais je vais quand même essayer d'y répondre avec ma vision du moment. Je pense qu'il est réellement nécessaire de se détoxiner mentalement pour être en mesure de faire des choix cohérents, justes et alignés avec qui nous sommes vraiment. Je pense que tant que nous ne sommes pas détoxinés mentalement, tant que nous sommes tout le temps ballottés par les émotions, tant que nous sommes tout le temps ballottés par la haine, la jalousie, le côté envieux, le désir excessif, tant que nous sommes sous l'influence d'une forme d'animalité, tous nos choix seront toujours des choix de survivalistes. Et ce seront des choix qui s'essouffleront. Ce sont des orientations de vie qui finiront par s'essouffler, je pense. À moins de mourir avant, ou à moins de fortement s'identifier à ce choix et d'être, sur le plan de l'orgueil, fortement nourri. À ce moment-là, ça peut durer très longtemps. Autrement, s'il n'y a pas de succès à la clé, on peut vite s'essouffler. On peut vite perdre de l'endurance. Il faut que le choix vienne de la vie qui nous traverse. Il faut que le choix vienne de l'âme. Et dans ces conditions-là, on aura une endurance très conséquente. On aura les moyens de vivre cette aventure dans la durée. Et donc, pour y arriver, il faut être capable de se détoxiner. Il faut être capable de se prouver sa capacité à rentrer à la maison. Il faut être capable de se prouver une capacité à retrouver du lien à son corps, à sa respiration, au moins 30 minutes. D'être en soi, quoi, de sentir sa présence, de sentir la présence de l'âme. Ça, il faut être capable de le faire. Et puis, de cet état de centrage, mettre dans son champ des choses qui, sur le moment, nous inspirent et voir si en nous, ça reste juste, si en nous, ça a l'odeur, ça résonne, c'est l'odeur de la justesse. Et si c'est le cas, à ce moment-là, on peut se lancer. Si c'est le cas, c'est que l'âme est OK avec ça. Et là, on peut se lancer. Et là, ça... Ouais, voilà. Moi, c'est le conseil que je pourrais donner, que l'on soit âgé de 20 ans ou de 30 ou 40 ou 60, il faut s'offrir une détox. Et une détox mentale, ça ne veut pas dire pratiquer pendant 10 ans. Une détox mentale, ça veut juste d'être en relation avec avec un enseignant de performant qui va nous donner les bons outils pour voir si on est capable de se centrer. Si on n'en est pas capable, il va nous donner les outils pour pouvoir s'entraîner. Et franchement, à moins d'être cassé par la vie, en l'espace de à peine une semaine, le centrage est totalement accessible. Vraiment. Avec la méthode que moi je mets en avant, vraiment, souvent quand les gens viennent en cours de groupe, quand je les vois dans l'incapacité de se centrer, je leur dis s'il vous plaît, donnez-moi la main à raison pendant 4 semaines, c'est-à-dire 4 sessions, et je vous garantis que vous allez basculer. Voilà, donc ça peut être assez rapide, et puis, donc voilà, se prouver ça, et puis après tout devrait rouler. Mais sortir de l'idée que parce que j'ai fait le bon choix, ça va aller, je vais vivre un succès financier, etc. Ça, il faut sortir de ça, quoi. Il faut sortir de ça. L'idée, ce n'est pas d'atteindre un succès financier, l'idée, c'est de se réaliser. C'est de développer une densité spirituelle, de retrouver une solidité, de devenir des guerriers de l'âme, voilà, de devenir des représentants de la vie au travers de choix professionnels qui sont totalement alignés avec qui nous sommes. Voilà le conseil que moi je donnerais. Ok. Alors, je termine avec 3 petites questions. Et après, si tu veux, on pourra voir si les auditeurs ont des questions à poser ou si tu veux revenir sur quelque chose. On avait dit qu'on reviendrait sur certains sutras. Si tu devais choisir un seul livre, tu choisirais quoi? Les Yoga Sutras de Patanjali. Okay. Clairement. Si les Yoga Sutras... Attends. Les Yoga Sutras de Patanjali, traduits et surtout commentés par Marc Bevin.
Donc la synthèse de la synthèse. C'est ça, et c'est sans arrogance que je dis ça. Ok. Si tu devais choisir un seul film. Oh, tu me bouleverses, tu me provoques. Ah, laisse-moi un peu de temps, je sais pas. Je te dirai un petit peu plus tard. Il n'y a pas de chrono, t'inquiète. Il n'y a pas de chrono, alors je reviens dessus un petit peu plus tard. Un seul film, si je devais choisir un seul film. C'est dur. Oui, c'est Moi, vraiment j'aimerais dur. pas qu'on me la pose. Vas-y, pose-moi une troisième question. Ok, si tu devais choisir une seule chanson. La Marseillaise. La Marseillaise, ok. Ouais, la Marseillaise, parce que, je vais te dire pourquoi. Parce qu'elle me touche déjà, cette chanson, parce qu'elle me met la larme à l'œil à chaque fois que je l'entends, et parce que l'amour de l'âme, la relation à l'âme, passe forcément par l'acceptation de qui nous sommes, et de là d'où je viens. Voilà, je viens d'un père et d'une mère, et j'ai grandi dans un terreau, j'ai poussé je suis une plante qui a poussé dans un terreau qui est français. Et ne pas accueillir cette réalité humaine, c'est, je pense, ne pas vouloir accepter cette réalité humaine, c'est, je pense, ne pas pouvoir accepter la réalité profonde qui a permis cette vie humaine. C'est-à-dire mon âme, la vie, a accueilli l'idée de rentrer dans cette matière. Et si l'âme que je suis a accepté cette matière, c'est qu'elle accepte mes parents, mon père et le terreau dans lequel je vais pousser. Et il y a une réconciliation qui me semble nécessaire. L'ethnomasochisme est pour moi le signe d'une mauvaise santé spirituelle. Voilà, je le pense sincèrement. Et ce n'est pas d'être réac ou je sais pas quoi, ou nazi, ou natio, ou je ne sais quoi. C'est juste l'amour de qui nous sommes. Et que si tu me demandes si j'aime une chanson, j'en aime beaucoup des chansons. Mais pour provoquer là, pour te provoquer aussi, je dirais la Marseillaise. La Marseillaise. Ok. Il y a un film qui te vient là ou pas? Toujours pas. Ah si, il y a un film qui m'a beaucoup touché. Tiens, il y a un film qui m'a beaucoup touché. Peut-être que Julie va m'aider avec le titre. Dans le titre, il y a singe et il y a hiver, je crois, et c'est avec Belmondo. Un singe en hiver. Voilà. Ce film m'a marqué, m'a touché. Je trouve que c'est un film fabuleux. Un singe en hiver. Un vieux film en noir et blanc. J'ai épuisé mes questions. T'as épuisé tes questions? J'en ai d'autres, mais si tu veux aborder certains thèmes, on peut le faire maintenant, ou s'il y a des questions qui ont été posées, on peut y répondre. Alors moi je pense qu'on va pouvoir continuer cet échange, mais avant d'aller voir les éventuelles questions posées sur le chat, avant de laisser la parole à Julie, moi j'aimerais te poser une question. Déjà j'aimerais te remercier encore une fois pour ce temps d'échange qui a duré mine de rien à peu près 1 h 30. Certaines personnes appartenant à ma communauté te découvrent, des personnes de métropole, mais aussi des personnes de Guadeloupe. Et moi, j'aimerais que tu nous dises un petit peu comment on peut faire pour en savoir plus sur toi, pour te découvrir, te retrouver. Est-ce que tu as une plateforme? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur toi? Et puis, je pense que sous la vidéo, quand elle sera en ligne, on pourra mettre des liens vers ton site ou autre chose. Écoute, merci déjà de me donner l'occasion de le faire. J'ai plusieurs plateformes où je m'exprime, et un peu plus depuis le confinement. On va dire que j'ai profité de ce confinement pour vraiment me lancer sur Internet. Je le faisais avant très timidement. J'ai tenu un blog pendant des années. Maintenant, ce blog, je l'ai transformé en vlog, c'est-à-dire que j'ai surpassé cette timidité que j'avais de parler à une caméra. C'est ce que je fais aussi à travers cet exercice. Donc maintenant, j'écris beaucoup toujours, mais je le mets sous forme de vidéo qu'on peut retrouver sur mon site, donc charbelgeorgoura.com, ou sur ma chaîne YouTube, ou sur Instagram. Et là, je t'avoue que je me suis un peu lâché et je me suis mis sur tous les réseaux, même sur TikTok, même si c'est un public très jeune. Et je me sens pas spécialement habité par une mission, à part celle de partager ce que je fais depuis 10 ans,
voire un peu plus, en tant que thérapeute et en tant que chercheur à titre personnel, c'est-à-dire une certaine profondeur et un certain sens à ma vie. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire depuis une dizaine d'années. J'ai eu grandi, comme tu le dis, moi aussi, dans un terreau qui m'a permis de me développer à toutes sortes de pratiques très jeunes, la sophrologie, le yoga, le reiki, le tai chi, et c'est des choses que j'ai vécues très jeune et qui m'ont vraiment toujours poussé à devenir autonome de ma santé, à devenir indépendant de ma santé. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes patients depuis 7 ans. Et c'est ce que j'ai commencé à faire aussi avec d'autres thérapeutes qui puissent le faire avec leurs patients, puisque je trouve la relation entre le médecin, en tout cas le thérapeute et le patient, malsaine aujourd'hui, parce que le patient dépend entièrement du médecin ou du thérapeute. Ça ne le regarde pas quel traitement il faut faire, ça ne le regarde pas les efforts à faire tous les jours dans sa vie. Et le médecin et le thérapeute se complètent dans cette relation, puisque c'est une rente de cabinet, puisque c'est de l'argent qui est là tous les jours. Et je trouve ça malsain. Et j'ai racheté un cabinet d'un médecin qui était très connu il y a 7 ans. Et je me défais de cette relation. Et pourtant, c'était un médecin c'était un généraliste qui ne donnait pas de médicaments, qui soignait naturellement avec l'auriculothérapie, qui prenait des consultations de 20 à 30 minutes, ce qui est énorme pour un généraliste. Et pourtant, j'essaye encore de me défaire de cette relation où le malade, ou le patient, parce que les médecins appellent leurs patients leurs malades. Pour moi, c'est juste horrible de dire ça, où le malade, en fait, devient autonome, quoi, et qu'il n'a plus besoin d'un thérapeute pour avoir une bouffée d'oxygène une fois par mois ou grâce à un traitement, mais qu'il puisse rentrer dans un cheminement. Mais comme tu dis, ce cheminement, il est pas facile, et il demande beaucoup de courage, il demande de la volonté aussi, si quelqu'un est prêt à le faire. Donc voilà ce que je partage. Ouais. Moi, je voudrais mettre en avant et te féliciter, hein, vraiment. T'as pas besoin de moi pour te féliciter, mais je tiens à le dire, pour ta proactivité, quoi. C'est assez conséquent, hein, tout ce que tu as mis en place. Tu es très très productif, quoi. Tu travailles fort. J'en suis très conscient. Tu as, comme tu le dis, repris un cabinet où tu mets en avant pas mal de solutions thérapeutiques, dont l'ostéopathie. Tu as géré pendant quelque temps un restaurant mettant en avant une alimentation hypotoxique ou détoxinante. Tu écris beaucoup, tu diffuses pas mal de messages, tu t'es ouvert à pas mal de choses, tu as fait l'information à mes côtés pendant une longue période. Et tu te maintiens en quête et je sais qu'en parallèle, tu essaies de faire pas mal de choses pour trouver une indépendance financière et ainsi ne pas dépendre de cette activité en tant que thérapeute pour pouvoir te déployer pleinement et ne pas créer une codépendance entre toi et le patient. Exactement. Et vraiment, je te félicite, je trouve ça très touchant. Me concernant, je suis un petit peu plus fou, enfin pas un peu plus fou, mais dans le sens où je suis dans une, non, mais dans le sens où je suis dans une précarité. C'est-à-dire que je préfère la précarité que de me vendre, comme tu le dis, et créer une dépendance financière avec les élèves. Et c'est ce qui me permet de me régénérer assez régulièrement et de me recréer assez régulièrement. Et c'est ce qui a provoqué toutes ces étapes dans ma vie et qui provoque en permanence du changement. En tout cas, merci pour ce partage. Donc, pour te retrouver, il y a différents sites qu'on retrouvera sous la vidéo et puis différentes Exactement. plateformes comme YouTube ou Instagram. Facebook ou autre, quoi. Ouais, ouais. Plutôt Ok, Instagram. plutôt Instagram en ce moment. Ok.